Merci pour votre fidélité à nos programmes, à Le Grand Soir qui se poursuit, qui aborde maintenant sa dernière ligne droite. C'est bien la tribune politique. J'ai sur ce plateau Théodule Onsa. À nouveau, bonsoir. Oui, bonsoir à nouveau. Oui, bonsoir, chers amis. François-Xavier Noumon, bonsoir. Bonsoir Romuald Ngoui, bonsoir à tous ceux qui nous regardent ici et ailleurs. Voilà, en fait, vous m'amenez à quand même préciser un peu, journaliste, chroniqueur par ailleurs. Oui. Bon, à force de le répéter, je pense que ceux qui nous regardent sont habitués. Ah oui, oui, tout à fait. Ils sont certainement aussi habitués à notre psychologue qui est aussi un habitué. Bertin Adimiton, Lali, oui. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Très bien. Vous êtes le psychologue du programme d'action du gouvernement. Oui. Et vous êtes quand même coach patriotico-républicain. Oui. C'est-à-dire quoi? C'est de mon cri. Au fait, vous savez, nous avons fait notre jeunesse dans la période révolutionnaire. Nous avons été suffisamment coachés. Mais en fin de compte, déçus. Il faut le dire. C'était des énergies cachées. Mais quand un nouveau soleil se lève aux nouvelles, n'est-ce pas? Et que nous avons la chance d'être encore sur cette terre, accompagnons cela. Donc, au fait, c'est mon cheminement secret de petit citoyen béninois qui, à ma soixantaine, a pu voir tout ce que nous avons comme valeur, que nous aurions pu exploiter et nous développer pour ne pas, n'est-ce pas, assister à ce que nous déplorons jusqu'à ce jour-ci. Vous savez, un homme à la cinquantaine, il commence par faire son bilan. Ça ne veut pas dire que je ne vivrai pas plus de 50 ans encore. On vous souhaite d'ailleurs. Est-ce que vous voyez? Est-ce que j'ai placé mon échelle sur un carton, oui ou non? Il fait il revoit. Donc je me suis dit, si mon espoir alors que j'enseignais dans les classes, les lycées et collèges, était que en fait, ces enfants... il faut... Oui, bref, c'est pour accompagner, faire ma part dans le développement de ce pays. Très bien. C'est ça. Puisque vous estimez qu'un nouveau soleil, oui, lui désormais, oui, depuis quelques années. Oui. Très bien. Merci. Donc, Bertin, admettons, Lali, oui. Nous avons notre premier sujet que nous allons aborder, c'est bien la visite, la descente du chef de l'État, la récente descente du chef de l'État à Alada. 2 sites ont été visités. Le premier, c'est bien cette usine, l'usine Blue Skies. Blue Skies. Voilà, Blue Skies Bénin. Voilà, donc c'est une usine de transformation des produits dérivés de fruits, justement. Nous en parlerons. Et le deuxième site, c'est bien le site qui abritera la caserne militaire, une caserne moderne. Nous en parlerons. François-Xavier Noumon, qu'est-ce qui peut expliquer ces fréquentes descentes du chef de l'État? Je pense qu'il est toujours important pour un dirigeant de toucher du doigt lui-même les 1001 projets implémentés. Je pense que ça permet de toucher du doigt ce qu'on a construit, ce qu'on a lancé comme projet. Et je pense également aussi que le président de la République, un bon perfectionniste, a bien envie de voir de ses propres yeux et de se mettre, de tâter un peu le terrain, de voir comment tous ces projets implémentés ici et là suivent leur cours normal. Moi, je commencerai d'abord par le second sujet. Une caserne, le projet avait été susurré il y a quelques mois de cela, pour déplacer
quelques bataillons, en tout cas la plupart des occupants du camp Guézo vers un nouveau site plus sécurisant, plus aménagé, plus en rapport avec les capacités opérationnelles de nos forces de défense, et surtout les mettre dans les meilleures conditions qui soient. Et déjà simplement parce que c'était quelque peu une aberration qu'on ait une caserne et une poudrière en pleine centre-ville. Je pense que un pays d'Afrique centrale a connu le malheur, un malheur lié à la présence parce que la poudrière de Brazza avait sauté il y a quelques années de cela avec les dégâts qu'on sait. Donc je pense qu'il était légitime et bien avisé. Il faut anticiper pour ne pas quand même être le deuxième cas. Voilà, pour ne pas être le deuxième cas. Et encore une fois, c'était une aberration qu'une infrastructure aussi importante trône en pleine ville. Et de l'autre côté également, le deuxième intérêt, c'était de pouvoir aménager un site plus accueillant pour les forces de défense et qui leur offre les meilleures conditions de travail qui soient. Et justement, donc, on est en train de parler quand même d'un site étendu sur 60 hectares. 60 hectares, donc une caserne moderne, et où travaillent d'ailleurs 2000 travailleurs, 2000 ouvriers. Vous savez, la capacité de nos forces, il faut commencer par la densité de la population béninoise. Au moment où ce camp Guézo a été construit, vous imaginez combien de Béninois étaient. Le nombre d'habitants, la démographie n'est plus la même. Exactement. Aujourd'hui, on est à plus de 10 millions de Béninois. Et la ville se rétrécit, je dirais. Et puis, le camp Guézo n'est plus ce qu'il doit être. Aujourd'hui, il faut viser l'ouest. C'est pourquoi on a eu cet espace de 60 hectares. C'est assez vaste. 60 hectares, c'est pour construire, comme vous l'avez dit, des bâtiments de type vraiment nouveau, moderne, en adéquation, bien sûr, avec les réalités d'aujourd'hui dans une armée qui doit défendre une république. Et qui parle d'Alada, parle de Cotonou, c'est combien? C'est à peine un peu moins de 50 km, hein, avec aujourd'hui des infrastructures routières assez bonnes, fluides pour la circulation. Et donc, 60 hectares, je crois que ça a été vraiment stratégiquement choisi, parce qu'il faut pas être loin en tout cas de la grande ville, du centre-ville. Il ne faut pas être loin non plus des réalités. Et vous savez, ce sont exactement dans ces zones périphériques qu'il peut y avoir aujourd'hui autant d'espace. Est-ce que dans Cotonou, s'il faut dire qu'il faut choisir 60 hectares, vous voyez à peu près ce que ça peut causer. Et donc, c'est aussi une manière d'élargir, en tout cas d'élargir un peu, je dirais, vers ces coins-là, parce que quand vous dites, quand sera construit là, maintenant, voyez-vous, vous imaginez quelle visibilité ça donnera à cette zone, parce que les militaires étaient là. C'est vrai, il y a des normes. Il y a des normes que nos forces armées respectent. Un camp installé, il ne doit pas avoir un certain nombre en tout cas de structures ou d'installations. Non, ça doit respecter c'est un nombre. Dans tous les cas, je crois que Alada, le site d'Alada a été très bien choisi. Ça a été d'ailleurs choisi à dessein parce que, vous savez, c'est le grand muet. Pourquoi Alada? Ils ne vous diront pas toutes les conditions, en tout cas, tout ce qui a concouru à ce que ce site-là soit choisi, parce qu'ils ont l'obligation d'être discrets. Mais nous avons notre vision de la chose, notre compréhension de la chose pour dire que Alada est très bien choisi. Pourquoi pas, peut-être d'ici quelques années, ce serait de l'autre côté d'Abomey, de l'autre côté de Porto Novo, d'Avranco à Diarra, je dirais, parce qu'à Porto Novo aussi, il y a pratiquement plus de place. Très bien. Bertin, à Dimitron Lali, on constate, vous qui êtes le psychologue du PAG, est-ce que le programme d'action du gouvernement quand même réserve une bonne place au volet sécuritaire, quand on sait que là, on est en train quand même de parler d'une caserne réservée à nos hommes qui vont se sacrifier ou qui se sacrifient quotidiennement pour la République? Merci. Actuellement, rien n'est fait sans être prévu. Même si nous traitons de la grande muette, il y a des plans, en tout cas une conception secrète
qui n'est pas suffisamment mentionné dans le PAG, mais il y a voulu sécurité. Sécurité, défense. C'est ça. Et au fait, nous parlons d'une grande institution, l'armée. Et dans l'hymne national, il est dit quelque part, je cite l'idée, même si autour de vous tout tremble, ayez le cœur serein. Ça se prépare. Et le tout ne suffit pas pour une armée d'avoir les armes les plus sophistiquées. La plus grande arme, c'est l'état d'esprit. 60 hectares. Nous avons dit, n'est-ce pas? Ça contribue à faire un bon état d'esprit pour le soldat. C'est le souci de la garantie d'un état sûr pour chaque soldat. N'oublions pas, il va y avoir de logement pour le soldat. En tout cas, c'est un petit village. Est-ce que vous voyez? Donc, tout est prévu. Pourrait-on dire que c'est un quartier général comme aime bien... Non, ce n'est pas un quartier général. Ce n'est pas un quartier général. Le quartier général abrite souvent le staff des officiers. Le quartier général, c'est un quartier général de l'armée, ce serait, on va dire, l'état-major de l'armée. Donc l'état-major général de l'armée, qui est composé en plusieurs états-majors. L'état-major, voilà, armée de terre, armée de l'air, armée, force navale, ainsi de suite. Là, on va dire, ce sont les Américains vous parleront de baraquement, ce sont les cantonnements des soldats. Encore qu'il faudra choisir, je pense que c'est déjà, c'est un sujet hautement stratégique et technique, et qui ne c'est à cause de ça que vous n'avez pratiquement pas eu, depuis que ça a annoncé, vous n'avez pratiquement aucune sortie. Tout à fait, mais c'est quand même... Non, simplement parce qu'il s'agit d'armée. Non, c'est pas surprenant, il s'agit d'armée. Le lieu, la construction doivent respecter certaines normes. C'est pas un site sur lequel tout le monde doit venir se promener. Je vous rappellerai, pour faire un parallèle, vous vous souvenez ici quand on construisait l'ambassade des États-Unis, ce n'est pas simplement une ambassade. Il y a plusieurs compartiments qui sont ouverts au public, tout le monde peut venir travailler. Il y a d'autres cantonnements, d'autres espaces plus stratégiques qu'on aménage et dont tout le monde n'a pas accès. Donc on n'a pas vraiment besoin d'en parler en long et en large. Mais ce qu'on sait, c'est que une fois achevé cet espace, ce territoire pour les forces armées béninoises, une partie des forces armées béninoises, parce que les autres camps subsistent. Et ce qui préoccupe aujourd'hui l'État, c'est de pouvoir sortir du plein cœur de Cotonou un espace aussi stratégique et potentiellement anxiogène pour la population, même si on s'y accoutume, on côtoie assez les soldats. Quand on passe là, c'est un peu comme si c'était chez nous, on les rencontre un peu partout, mais on ne se rend pas compte réellement de l'aspect stratégique du camp Guézo. Justement, les conditions, vous en parlez, Bertin, admettons Lali, quand le soldat se retrouve dans de bonnes conditions, il est à même de pouvoir donner le meilleur de lui-même pour sa nation. Oui, le soldat, c'est d'abord un homme. Et quand nous nous voyons créer de bonnes conditions, nous nous sentons épanouis. Est-ce que vous voyez? Oui, ce qui nourrit l'état d'esprit est plus important que... Ce n'est pas du concret qui nourrit l'état d'esprit en tant que tel. Ce n'est pas l'aliment comme ça. Mais c'est au vu de ce qui se passe que l'esprit est motivé. Est-ce que vous voyez? C'est ça. C'est comme un enfant que vous nourrissez, mais que vous injuriez abondamment. Il ne va pas bien s'épanouir. Parce que le psychologique joue sur le physiologique. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour faire... Pour vous, le choix de Dalada aussi, est-ce que c'est stratégique? Le choix de Dalada, je ne peux pas en parler. Il a dit. Je ne peux pas en parler. Bon, vous faites non, oui, moi j'ai fait ma formation patriotique et militaire. Est-ce que vous voyez? Très bien. Et j'aurais voulu même aller dans ce jour-là. Je ne sais pas si dans ma vie passée, j'ai déjà été sur la raison pour laquelle ça n'a pas sur là. Donc, je ne peux pas en parler. Tout compte fait, c'est que
rien n'est fait au hasard. Si le camp de Gbada est installé, ce n'est pas au hasard. Si un autre, il a la chose là de Wassa, ce n'est pas de Wassa, on dit non. Les choses, ce n'est pas, tout est calculé. Ça, ce n'est pas faire preuve d'indiscrétion que de le dire. En tout cas, donc bref, c'est pour dire que on n'a pas besoin d'être soldat d'abord avant d'avoir. C'est de quoi motiver le chose. Parce que le soldat, un minimum de vertu, il doit en faire preuve. Mais il faut quand même lui créer les conditions. Hein? C'est ça, il faut un minimum de... Et c'est ce qui fait, en tout cas, le site... Ça nourrit l'esprit de nos soldats. Même cela inspire certains à la vocation militaire. Oui. Le travail qui sera ou qui est abattu, on pourrait dire que c'est quand même énorme quand on sait que... Parce que pour moi, personnellement, c'est vrai que c'est une étendue de 60 hectares. Oui. C'est 2000 ouvriers quand même. 2000 ouvriers qui travaillent, ça c'est de l'emploi qu'on offre. Et voyez, ce n'est pas confié, d'abord la construction, l'exécution de ces chantiers n'est pas confiée à n'importe quelle entreprise. Ce sont des Chinois qui sont là. Tout le monde sait la finesse, la rapidité et la qualité du travail qu'ils offrent. Et en dehors de ça, 2000 emplois, c'est-à-dire 2000 travailleurs sur le terrain, ce sont nos amis, nos frères d'Alada et environ, qu'ils soient maçons, ferrailleurs, plombiers, etc., qui vont y travailler. C'est de l'emploi pour le temps que ça va durer. Avec une conception assez rare. Et donc vous nous dites que ce ne sont pas des Chinois, 2000 Chinois qui sont venus? Non, pas du tout. C'est tellement pas du tout. Pas du tout. Ce que nous avons vu, ce ne sont pas bon, quelques-uns, oui, les techniciens, ceux qui ont l'exécution, même la conception et tout, mais la main-d'œuvre, ce sont des Béninois. C'est l'eau, la main-d'œuvre, elle est vraiment locale et ça fait plaisir. Et ça règle tout, un temps soit peu, le problème de sous-emploi. Nous voyons peut-être ces jeunes d'Alada, je dirais, de Komassé, etc., qui sont peut-être désœuvrés, qui ont appris un métier, qui sont là, qui n'ont rien trouvé à faire. Mais aujourd'hui, avec ce travail, que le gouvernement leur a fait, eh bien, ça dure. Puisque, en fait, c'est une rotation qu'ils organisent, les Chinois. Quand vous les voyez, même ceux qu'ils font un peu à Cotonou, vous les observez, c'est une rotation. Quand vous rapprochez des ouvriers qui travaillent, on vous dit, bon, il y en a qui travaillent de 6 heures jusqu'à peut-être 17 heures, 18 heures, et une autre équipe qui reprend le soir jusqu'au petit matin, et de quoi faire accélérer les travaux. Et donc, c'est de l'emploi qui est offert à nos citoyens. Je pense qu'il faut déjà ajouter que la base est toujours... dans l'Atlantique. Hein. Bon, ça a quitté Wadi, ça a quitté le littoral, mais c'est dans l'Atlantique. Donc ça ne remet pas en cause, grosso modo, on va dire la carte militaire du pays. Les autres camps sont encore en place. Les bases de certaines forces sont encore en place, même si le chef de l'État a annoncé encore 2 choses importantes lors de son discours à l'Assemblée nationale ou au discours à la nation, je ne me rappelle plus exactement. Et présentation de vœux. Présentation de vœux aux forces armées. Je ne sais pas. Il avait annoncé 2 choses. Il avait annoncé la création de d'une garde nationale. Tout à fait. Il avait annoncé aussi la prise d'un décret concernant des tests qui devraient régir. Je ne me rappelle pas exactement. Vous voulez parler du statut spécial? Du statut spécial des forces armées béninoises. Donc je pense qu'on est à la veille quand même d'une grande mutation. D'ailleurs, le Conseil des ministres a transmis à l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'on est à la veille d'une grande mutation aussi de nos forces armées, parce qu'une garde nationale, c'est une première dans la sous-région. Je pense que le Nigeria devrait avoir une architecture un peu similaire, même pas trop, une garde nationale, surtout dans l'espace francophone, puisque ce sont les anglo-saxons qui nous ont habitués à ce genre de spécification de leurs forces armées. Vous avez la garde nationale américaine. On ne sait pas exactement à l'heure d'aujourd'hui quelle configuration prendra cette garde nationale, mais on se dit tout de suite que au vu
des défis qu'il y a, au vu des défis sécuritaires qu'il y a dans la sous-région et qui se projettent de manière fort dangereuse sur nos frontières, peut-être que l'état-major, le chef de l'État qui est le chef des armées, réfléchit à une configuration qui pourrait permettre à notre pays d'affronter ces défis avec plus de sérénité et d'efficacité. Donc, l'aménagement des espaces, parce que d'abord, un camp, c'est d'abord un espace de vie. L'aménagement de l'espace de vie des soldats, de ces officiers et sous-officiers importe beaucoup dans l'aspect psychologique, dans le maintien des troupes en condition et le maintien de leur morale au plus haut niveau. Voilà. Très bien. En tout cas, je m'excuse, ce qu'on a oublié, c'est que l'impact économique sera colossal sur Alada. L'impact économique sera colossal parce que c'est une petite ville qu'on est en train de créer et autour de cette ville, autour de cette petite ville va obligatoirement se créer une toute nouvelle économie. Toute cette région va bénéficier de cette nouvelle économie. Je pense que ça aura un impact considérable sur Alada et ses alentours. En tout cas, la ville d'Alada, oui. Oui, je reviens. Nous avons parlé de 2000 ouvriers. 2000 ouvriers. C'est 2000 citoyens soulagés. Soulagés parce que... C'est tellement derrière ces 2000 ouvriers, il y a des familles. Je ne veux pas aller... C'est un minimum. Est-ce que vous voyez? Parce que, qu'est-ce qui vous rend la vie plus facile? C'est le travail, c'est le revenu de votre travail. Est-ce que vous voyez? Et le travail humanise l'individu. Ce sont les fruits du travail qui nous permettent... n'est-ce pas, de satisfaire nos besoins psychologiques. Quand on dit besoins psychologiques, hein, y compris aussi les besoins physiologiques, tout ce que nous disons, les besoins vitaux, fondamentaux. C'est ça. Très bien. C'est ça. Donc ils sont sur... Vous voyez, non, je ne sais pas. Moi je sais, mais il faut voir l'invisible. Moi, je m'exerce à cela. Alors, quel était l'état d'esprit des ouvriers sur ce chantier-là? Vous les avez vus? Mais ça palpitait. Ils étaient très contents. Je ne vais pas répéter tous les slogans qu'ils ont. Est-ce que vous voyez? Et tous leurs souhaits qu'ils ont émis. Mais il y a longtemps qu'on attend ça. J'aime le bon, le bien, le beau. Quel que soit... le bon, le bien, le beau. Ah, parce que vous l'avez dit rapidement que je ne passe bien. Oui, le bon, le bien... Le beau, avec des traits d'union, hein? Ah, oui, c'est ça. Le bon bien beau. Le bon bien beau. Oui. Oui. D'où que cela vienne. Très bien. Et par qui que ce soit. Voilà. Donc j'étais content de les voir. Vous voyez, bravo. C'est formidable. La commune d'Alada, on pourrait dire, est une commune quand même qui bénéficie d'un certain nombre de choses. On parlait tantôt de la caserne moderne militaire qui sera donc érigée, en tout cas l'échéance c'est jusqu'en septembre 2021. On parle maintenant de cette usine qui est mise en place depuis fin 2019. L'usine qui, quand même, Blue Skies, qui est mise en place autour de 9 millions de dollars et on pourrait quand même, on dit par exemple que 20 tonnes de fruits ou d'ananas, notre ananas qui est quand même très prisé en Europe, il y a de ces transformations qui sont faites et qui se retrouvent sur la table des consommateurs. Oui, déjà quand vous parlez de la ville d'Alada, cela allait de soi pour une usine qui transforme, en fait l'usine transforme la matière première qui est le fruit, principalement de l'ananas, en salade de fruits. En salade de fruits qui est destinée à l'exportation et qui devrait, l'entreprise Blue Skies a des contrats avec quelques supermarchés en Europe, donc des clients potentiels qui reçoivent la marchandise, qui arrive à destination par fret aérien, donc c'est déjà dans les rayons. Donc à Alada simplement parce que le bassin de production est à côté. Donc très logiquement, une entreprise qui veut exploiter ce bassin de production se doit de se mettre à côté pour des questions de logistique. Et là, on peut dire que c'est la matérialisation de tout ce qui est fait depuis des années pour améliorer le climat des affaires. Ça, c'est concret, c'est palpable. On touche du doigt ce résultat parce que on a réussi à déplacer une entreprise
qui a une renommée européenne, continentale, mondiale, qui est venu s'installer pour pouvoir, au plus près du bassin de production, pour pouvoir bénéficier de cette richesse-là. Et puis, ça ne trompe pas, parce que depuis quelques jours, on a voté aussi le code des investissements. Donc ça participe, en fait, c'est le couronnement de ce qui a été pensé depuis 2016, et en temps normal, ce ne devrait pas être le premier résultat palpable qu'on devrait avoir. Je pense que beaucoup d'autres entreprises devraient s'inscrire dans ce sillage également, parce que si une entreprise de cette taille vient bénéficier de cet avantage, parce que pour attirer ces entreprises, il faut leur offrir des avantages compétitifs. Bon, je ne sais pas, Oui. je ne sais pas si vous avez appris un peu le prix de l'ananas en Europe. Dernièrement, je l'ai appris, et puis bon, je me suis dit, mais je m'amuse avec l'ananas. Oui, c'est un produit tropical, donc que c'est pas... j'achète quand même à 100 francs. À 100 francs, parfois à 115 francs, Ouais. quand si vous avez la chance d'aller vers la zone d'Alada, mais vous voyez, le prix auquel vous achetez est toute une bassine. Ouais. Et c'est un peu ça. Une usine qui s'occupe de la transformation, on a suivi un peu le point du reportage, Madame Makwaka qui dit que c'est au moins 20 tonnes de produits, en tout cas de fruits, qui sont transformés par jour. Et c'est colossal. Alada, Je vais 60 tonnes, même 20 tonnes qui vont justement. Et parce qu'il y a des choses là. Il faut Il avoir acheté 60 tonnes pour avoir 20 tonnes de pour avoir production. 20 tonnes de cheveux. Oui, ok, d'accord. D'accord, 60, allez-y d'abord. 60 tonnes, c'est énorme. Quand vous, avant que cette entreprise ne s'installe, vous avez la chance de sillonner la zone d'Alada, Ayou, un peu vers la descente et tout, vous verrez, mais quand la production est là, mais tout ça pourrit. Il y a beaucoup de pertes. Il y a trop de pertes. C'est décourageant. Même au bord des voies, les femmes, même vous, les bonnes dames vous supplient même pour acheter. Toute une, vous avez au moins 100 régimes à peine à 1000 francs. Alors, c'est pas du tout normal. Il faut voir le temps de production, l'énergie déployée dans les champs jusqu'à ce point. Aujourd'hui, avec Blue Sky, je crois que ces producteurs sont heureux d'avoir, en tout cas, d'avoir liquidé ou coulé ces produits désormais. Il y en a de même pour la tomate. Quand Alada produit énormément de tomates, surtout les fruits, les bananes, les plantains, etc. Et donc, c'est une joie. Vous allez constater que même d'autres régions, pas seulement Alada, mais les producteurs, parce que c'est une entreprise qui s'occupe de la transformation des fruits tropicaux. Voilà, on parle de salade de fruits, donc c'est beaucoup de fruits, donc c'est un appel. À Zové, l'orange, en tout cas, cultivé à Zové, Diakotoma, etc. Là, mais tout va se diriger vers Alada pour la transformation. Et donc, c'est véritablement une aubaine. Et nous souhaitons même que Blue Sky, en tout cas, s'étende dans les autres localités pour qu'on ait plusieurs opportunités, que le producteur soit heureux. Bétain, admettons, Lali. Oui, je voudrais dire que c'est une grande motivation pour les populations. Et deuxièmement, on dit 60 tonnes d'ananas. Mais ce qui est vraiment valorisé, je vais dire, et envoyé en Europe, c'est 20 tonnes. Chaque jour. Est-ce que vous voyez? Mais les déchets là, c'est encore valorisé. Oui. Tout à fait. Pour faire les engrais. Pour faire les engrais. Oui, tout à fait. C'est très important. C'est encore de la main d'œuvre. Là, c'est des gens qui vont y travailler. Bon, pour le moment, on parle de 180 travailleurs. En tout cas, on compte recruter 1500. Oui. Est-ce que quelque chose de bon, de bien, de beau a commencé, oui ou non? Bon, encore. Vous utilisez. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais c'est ça. Et je dis, étant enseignant, je dis que ça a une répercussion sur la psychologie. Le développement, il ne faut pas que ça. L'industrialisation du pays. Rappelons-nous, la Côte d'Ivoire est partie de là. L'agriculture. Pour attirer tous les main-d'œuvre de la sous-région, etc. Donc, quand le pays se développe, le moral des parents d'élèves, d'étudiants s'épanouit. Les enfants sont plus motivés. Si je finis, j'aurai la chance d'être recruté. Vous voyez un peu,
C'est pour dire ce que ça apporte. Hein? Tout ce que ça apporte, c'est pas le visible, il y a l'invisible, mais qui décide de tout. C'est motivant. Très bien. Il y a quand même, on pourrait, il y a de nos compatriotes qui s'essaient à offrir quand même de la salade de fruits. Cette usine, est-ce que ce n'est pas la disponibilité aussi de l'expertise aux côtés de nos compatriotes qui le fait déjà? Disons que non, je pense que c'est plutôt la disponibilité de la matière première, parce que déjà quand vous parlez d'exportation, vous parlez de normes. Pourquoi quand on dit 60 tonnes pour obtenir 20 tonnes? Parce que il faut déjà pour avoir le produit fini, il faut respecter un certain type de calibrage, il faut respecter un certain type de teneur en sucre, il faut respecter énormément de choses. Le cahier de charge de ces entreprises du marché européen est très très exigeant. Et vous n'oubliez pas que le pain de sucre, notre pain de sucre avait été pratiquement interdit à l'exportation pendant des années. Donc il y a un cahier de charge à respecter. Surtout quand on parle de salade de fruits, c'est encore au niveau hygiène, c'est encore très très exigeant. Les contrôles sont hyper exigeants parce que c'est pas là-bas qu'on fait le salade de fruits. C'est les baguettes sont déjà faites ici et puis on les exporte. Donc c'est quelque chose d'hyper exigeant. C'est quelque chose d'hyper exigeant au niveau du respect du cahier de charge, au niveau sanitaire. Donc ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a l'habitude, ce qui se fait ici. Donc il faut le contrôle de qualité. Le directeur général de la pièce a expliqué combien de fois le Bénin s'est gêné, ces gouvernants actuels se sont gênés pour que cette structure ne décide de venir au Bénin. Je sais que vous avez parlé de code des investissements, je sais que les instruments juridiques pour pouvoir favoriser quand même l'installation ou l'érection d'une telle usine. Oui, exactement, parce que c'est un lourd investissement, et surtout, il y a énormément de garanties à avoir. Surtout quand vous avez une entreprise qui veut s'installer dans un endroit précis, il faut pour qu'une entreprise puisse être convaincue de travailler dans les meilleures conditions, il faut que l'entreprise puisse pouvoir se projeter. Pour l'entreprise, là il y a les intrants sur place, donc c'est le premier volet. Est-ce que la matière première de ce en quoi nous sommes spécialisés existe? Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a une usine, il faut de l'énergie? Et il ne vous a pas échappé que le ministre de l'énergie était de la délégation, le ministre du commerce également. L'APIEC, c'est simplement parce qu'il faut un ensemble de critères pour qu'une entreprise de cette taille qui aspire à rester, parce que c'est pas, vous voyez les installations, c'est pas une petite baraque, c'est un engin, des empiècements industriels, une grosse infrastructure qui apparemment n'est pas encore montée en pleine capacité, en pleine puissance, donc il va le faire petit à petit. Donc c'est un investissement assez lourd et assez exigeant, et cette décision-là se prenne au sommet de l'État. Ce n'est pas même au niveau ministériel, les agences ainsi de suite, mais il y a des apports compétitifs, le coût de l'investissement, il y a des incitations que seul le chef de l'État peut décider d'accorder ou pas. C'est vrai que le nouveau code d'investissement est allé assez loin, mais je pense quand même que ça n'a certainement pas été facile d'attirer ce gros poisson, mais je reste convaincu que cette première étape devrait en attirer d'autres, parce que c'est l'essentiel. Ce n'est pas l'industrialisation, se fera avec si la destination du Bénin devient un peu plus crédible, ça l'est déjà, si l'énergie est disponible comme nous sommes en train de le voir sous nos yeux, nous allons forcément drainer de plus en plus d'investissements dans notre pays. Voilà. On est en train de parler, c'est vrai qu'on parle d'usines, de transformation, matières premières disponibles, un certain nombre de choses. C'est également la portée sur le quotidien déjà de ceux qui sont à l'ADA, et nous en avons parlé. Ça permet quand même de limiter les dégâts en termes de perte de cette matière première d'abord, et après beaucoup d'autres choses certainement. Oui, limiter les pertes parce qu'il n'y en aura plus, puisque même ce qu'on a supposé être perdu au cours de la transformation est redimensionné comme engrais. Au-delà de ça, c'est
une visibilité qu'on donne à la localité, à l'ADA, on l'a évoqué tout à l'heure, à l'ADA qui est comme sur un plateau, qui a quand même une terre bien fertile, assez d'espace, la production est là, mais écoutez, tous ces employés qui seront utilisés, les 180 qui sont là aujourd'hui, peut-être d'autres vont chercher à s'installer dans les environs de l'entreprise pour être au top. Les 1500 qui seront recrutés d'ici de façon progressive, voyez ce que ça peut apporter en termes de ressources, en termes de rentrée financière à la municipalité d'Alada et aux autres municipalités environnantes. Et donc c'est une aubaine. C'est une aubaine et nous demandons que les populations d'Alada et environ les accompagnent. En tout cas, cette entreprise, le chef de l'État l'a déjà fait d'abord en autorisant le gouvernement à autoriser son installation. Le chef de l'État est descendu là voir un peu ce qui se passe, ce qui s'y produit. Aujourd'hui, il reste à la population d'accompagner, demander à ceux qui y travaillent d'y mettre du cœur et accompagner cette entreprise à s'installer. Et donc c'est une visibilité. Et quand on se retrouve dans le top 10 des économies les plus performantes, on pourrait espérer de nouveaux investisseurs, par exemple Bertin à Dimiton. Oui. On pourrait espérer de nouveaux investisseurs quand on sait que nous sommes désormais dans le top 10 des économies les plus rapides. En Afrique subsaharienne. Nous sommes suivis. Nous sommes suivis et les investisseurs sont très attentifs à ce qui se passe. Et c'est sûr, nous aurons d'autres arrivées. Est-ce que vous voyez? Donc, l'espoir est allumé et il y aura beaucoup d'autres investissements. On l'avait perdu. C'était éteint. Bon, je ne vais pas. Ce qui fait mal, on n'y revient pas. Mais vous aviez manifesté une inquiétude par rapport à ceux qui étaient déjà sur place. Moi, je pense que c'est une chance pour eux. C'est un défi. Ils devront... Parce que le marché est là qui exige la qualité. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de la qualité. Mais une fois de plus, ils vont y regarder à deux fois avant de mettre leurs produits sur le marché. Et cette usine-là est un levain pour eux. C'est une grande école pour eux. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour qui les problèmes constituent un défi, une chance à saisir. Donc c'est tant mieux, je le dis, pour les usines qui sont déjà, les petites usines qui sont déjà sur place, les petites industries qui sont déjà sur place. Bon, pour la chose. J'ai l'impression que c'est après la descente du chef de l'État qu'on a su véritablement qui avait une usine d'usine. Non, pas tout le monde. Ça va être annoncé en Conseil des ministres. Le contrat a été signé, l'agrément, l'installation. Mais bon, ça passait comme quand même, il y a beaucoup d'agréments. Oui, non, il y avait même sur le site du gouvernement, il y avait eu des... quand l'entreprise avait commencé par s'installer et tout ça, il y avait eu des photos de la communication, mais c'est vrai qu'il n'appartenait pas au gouvernement de faire la communication de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est vrai que l'installation a été mise sous les lumières, sous le feu des projecteurs, simplement parce que le chef de l'État s'est déplacé en personne pour toucher du doigt la réalité de ce qui se passait. Je pense aussi que c'est un défi que le chef de l'État aussi vient de lancer à cette entreprise, simplement parce que on se rend bien compte que l'entreprise n'est pas encore en pleine capacité. Donc on attend que l'entreprise prenne son rythme de croisière. C'est pas toujours facile quand on sait que cette entreprise quand même fonctionne sur fonds propres. Oui. Et les autorités l'ont affirmé. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est le PPP qui on n'est même pas encore. Non, on n'est même pas dans le PPP. Vous ne souhaitez pas quand même que l'entreprise fonctionne sur fonds publics. Non, mais écoutez, c'est d'abord un investissement privé. C'est un investissement privé. Et un investissement privé de cette envergure qui a une vision beaucoup plus large, a dit réaliser des choses, eh bien c'est normal. Et quand le chef de l'État descend là, c'est d'abord
et il aurait eu des informations de la qualité de ce qui est fait. Certainement, vous voyez, c'est juste après sa descente sa visite des États-Unis. Et peut-être qu'il sait, je ne suis pas dans les secrets des dieux, pour savoir peut-être il a eu des informations sur au cours des échanges avec les opérateurs économiques par rapport à ça. Est-ce que le programme a été établi avant son départ sur les États-Unis? C'est possible. Je ne suis pas au cœur de l'agenda du président de la République, mais une descente aussi propre, c'est sûr que, connaissant le chef de l'État, qu'il aime le bon, le beau, comme notre psychologue, eh bien, il faut aller voir, les motiver, c'est la preuve que désormais, ils feront mieux et toujours espérer de telles visites. Très bien, merci. On finit par le bon et le bien, le beau. En tout cas, nous adoptons votre... Oui, c'est la fin. C'est la fin? Oui, c'est la fin. Votre mot pour finir? Mon mot de fin? Bon, vous seul, puisque vous... D'accord, c'est que à la page 94 du PAG, il a dit l'appropriation partout du programme d'action du gouvernement. Il est critique pour la mise en œuvre du programme d'obtenir et de conserver la confiance des partenaires et acteurs, ainsi que des populations bénéficiaires. J'en bénéficie moi aussi. À cet effet, une stratégie de communication basée sur la transparence et la démonstration des résultats sera élaborée pour favoriser la participation et l'adhésion du plus grand nombre et garantir la responsabilisation et la reddition de comptes des principaux acteurs. Ce soir, vous y êtes tout le temps. Nous avons fait notre part en parlant. Est-ce que vous voyez? D'autre part, c'est faire preuve de responsabilité que de voir sa vision, son rêve se réaliser. Parce que c'est bon pour le moral. Est-ce que vous voyez? Donc, je dis, c'est tant mieux. Un soleil s'est levé. L'aube nouvelle.